Mercredi, dans Intégral Bourse, on fait quasi exclusivement le point ensemble sur le pétrole, sur l'or. C'est pas vraiment là-dessus que ça bouge actuellement. En tout cas, il y a des phénomènes intéressants, on va en parler dans un instant, mais l'inquiétude est vraiment liée aux matières premières agricoles. Il y a urgence, notamment sur le marché, on le disait, des États-Unis. En gros, pour faire simple, il faut qu'il pleuve là-bas. Oui, il faut qu'il pleuve et il faut qu'il pleuve vite. Pour faire simple, sans rentrer dans des débats trop techniques, il y a deux produits aujourd'hui qui sont dans une situation très complexe. Le premier, c'est le maïs, où la plupart des zones de production sont aujourd'hui complètement asséchées, et ça dégrade très rapidement les récoltes, puisqu'on est dans la période dite de pollinisation, donc la période la plus importante pour le développement de la plante. Et les dommages qui seraient causés dans cette période sont des dommages qui deviendraient irréversibles s'il ne pleut pas rapidement. Alors rapidement, ça veut dire quoi? S'il n'a pas plu de façon conséquente avant le 14 juillet, on a des pertes de production qui pourraient être très importantes. Alors 10 jours là. Oui, on a 10 jours. Alors on a 10 jours. Le problème, c'est que les modèles météo sont pas encore complètement fiables à 10 jours. Malgré tout, on nous annonce un peu de pluie pour ce week-end et un peu de pluie pour le milieu de la semaine prochaine. Mais on annonce des précipitations sporadiques, c'est-à-dire des orages, mais sur certaines parties de ce qu'on appelle la Corn Belt, donc la région. Oui, non, a priori c'est plutôt des orages, mais très localisés, donc qui ne profiteront pas à l'ensemble de la région. La Corn Belt, c'est plutôt au nord. Là, on parle souvent des chaleurs au nord, dans le sud. Est-ce que ce sont les mêmes climats actuellement? La sécheresse et l'aridité concernent tout le pays ou... Alors en l'occurrence, ça concerne tout le pays. C'est l'autre problème après le maïs qu'on a, c'est le problème du soja. Le soja se cultive plutôt un peu dans la même région que le maïs, mais également dans le sud des États-Unis. C'est une culture qu'on appelle une double culture, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a récolté le blé d'hiver, ce qui est en train de se faire ou qui est presque terminé, les agriculteurs, eux, peuvent semer du soja. Ça représente quand même pas loin de 10% de la récolte du pays, donc c'est quelque chose de non négligeable. Le problème, c'est que là aussi, il fait très sec, et que quand il fait très sec, on ne peut pas semer dans de bonnes conditions, et donc on n'est pas sûr qu'on pourra semer la totalité du soja qu'on doit semer, ce qui fait qu'on pourrait là aussi perdre 4 ou 5% de la récolte. Et 4 ou 5% de la récolte, ça peut paraître marginal, mais aujourd'hui, il faut savoir que les stocks mondiaux, enfin les stocks américains plutôt, qui sont très importants, puisque les États-Unis sont le plus gros exportateur et sur le maïs et sur le soja, sont de l'ordre de quelques pourcents. On a 5% pour le soja, un petit peu plus pour le maïs, et on comptait sur la récolte à venir pour reconstituer les stocks. Si les choses continuent dans le sens où l'on va actuellement, on devrait non seulement ne pas renforcer ces stocks, mais même continuer à taper dedans et se retrouver sur des niveaux historiquement jamais atteints, et donc avoir un marché extrêmement tendu. On a un petit peu plus de temps pour le soja, puisqu'on a jusqu'au 20-25 juillet pour pouvoir avoir un marché qui repart si la météo s'améliorait. Là, on parle bien du marché américain, Benjamin, parce que moi, je lis aussi qu'en France, les acheteurs hésiteraient à s'engager et attendraient que les marchés à terme reviennent à des niveaux de cotation plus raisonnables. C'est pas exactement le même problème. Le même problème, on a eu beaucoup de pluie, même dans le sud. Là, c'est quoi? C'est le gel de l'hiver? Alors, en France, la situation va plutôt pas trop mal sur les céréales, oui. Mais il faut bien comprendre qu'on est sur un marché mondial, et que si on parle beaucoup des États-Unis, c'est parce que le prix se fait au niveau mondial. Vous pouvez aller acheter du maïs aux États-Unis. Bon, ça vous coûtera un petit peu plus cher parce que il y a le prix du transport, mais aujourd'hui, il se trouve que les États-Unis sont le premier exportateur pour le maïs et font partie des premiers exportateurs également sur le soja. Donc si on manque de matières premières de maïs par exemple aux États-Unis, c'est le monde entier, tous les cours vont suivre. C'est le monde entier qui est pénalisé. Les Américains représentent plus de 50% des exportations mondiales de maïs. Donc si on n'a plus de maïs à exporter chez les Américains, le monde entier va payer son maïs plus cher. On pourrait même se retrouver à avoir ponctuellement des pénuries, même si normalement, si le maïs venait à devenir vraiment rare, la hausse de prix qui s'en suivrait pousserait un certain nombre d'intervenants, notamment les fabricants, les agriculteurs qui élèvent du bétail, à donner autre chose à manger à leurs bêtes, et notamment du blé, ce que normalement on ne fait pas puisque le blé est un petit peu plus cher. Bon, voilà pour ce point matière agricole. On prend 3 minutes aussi, Benjamin, pour parler du reste. C'est vrai qu'à l'image des actions, des actifs dits à risque, depuis vendredi, il y a un gros boom, là on l'a encore vu hier, des barils qui prennent 4-5%, c'est même plus que les actions, parce que c'est vrai que la sanction aussi avait eu un petit effet de levier. Est-ce que c'est justifié? Qu'est-ce qu'on anticipe? On se dit quoi? Les Européens ont réglé enfin leur crise, en tout cas ont donné une feuille de route assez crédible pour qu'on remette un petit peu de spéculation sur toutes ces matières? Alors au-delà de la spéculation, je crois qu'on a déjà eu l'occasion d'en parler plusieurs fois avec vous sur ce plateau. Les matières premières, c'est avant tout de l'offre et la demande. Sur le pétrole et sur les métaux,
on va dire grosso modo, une assez bonne image de ce que va être l'offre. Donc à l'inverse de ce qui s'est passé sur les matières premières agricoles, où on a eu un choc très important quand on a vu l'offre diminuer. Sur les métaux et sur le pétrole, on sait assez bien où on va. Ce qui compte donc vraiment, c'est la demande, et donc c'est la macroéconomie. Donc toute bonne nouvelle au niveau macroéconomique pousse les prix à revenir dans le bon sens, et on l'a bien vu la semaine dernière, les prix sur le mois de l'ensemble des matières premières, on va dire liées à l'économie, pétrole et métaux, étaient extrêmement déprimés. Et vendredi dernier, sur l'annonce des project bonds, sur l'annonce d'avancées au niveau politique, au niveau européen, on a le pétrole qui a pris 9%, on a les métaux précieux qui ont pris 5%, et les métaux de base qui ont pris entre 5 et 6%. Sur l'équilibre offre-demande, je comprends bien, Benjamin. En revanche, sur la capacité à encaisser ces prix, un Brent qui revient à $100, est-ce que c'est pas trop pour un continent en récession sur sa partie sud et en croissance quasi nulle pour le reste? Alors là aussi, les hausses de prix sont gênantes sur les matières premières, mais c'est surtout les hausses de prix violentes. Là, on était revenu sur des niveaux qui étaient relativement raisonnables, qu'on connaissait depuis longtemps, donc qu'on savait gérer. Donc pour l'instant, la hausse n'est pas gênante. Ce qu'il va falloir surveiller, par contre, c'est ce qui va se passer dans le mois qui vient. On a des événements importants au niveau politique, mais également sur les marchés des matières premières. Sur les marchés des matières premières, les événements importants, c'est une grève actuellement en Norvège qui pénalise la production mondiale de pétrole d'à peu près 250 000 barils par jour. Alors c'est pas énorme, mais compte tenu que dans le même temps, depuis le 3 juillet, on a l'embargo iranien qui est en place, il va falloir voir comment le marché peut réagir face à ces éléments, d'autant que la pression géopolitique est en train de remonter. On a une réunion la semaine prochaine entre l'Iran et les grandes puissances occidentales pour essayer de trouver un terrain d'entente. On a l'impression que c'est mal parti, et dans le même temps, on a l'Iran qui nous a annoncé ce matin qu'elle avait fait des tests de missiles moyenne portée qui sont capables d'atteindre Israël, donc pour maintenir la pression, et qui a annoncé avoir fait un plan pour voir comment boucher le détroit d'Ormuz de façon à limiter le trafic de pétrole. C'est aussi ça qui a fait remonter le pétrole hier. Nouvelle pas rassurante, effectivement. Et d'un mot, le mouvement social en mer du Nord, quelle est la... Alors, il faut voir comment les choses tournent, parce que la Norvège est un producteur important. Maintenant, il y a déjà eu des crises sociales dans ce domaine-là par le passé. Certaines ont duré longtemps, donc il faut être vigilant sur la façon dont tournent les choses. Ça va être aussi fonction de ce qui va se passer au niveau géopolitique avec les pays du Moyen-Orient, puisque pour l'instant la demande sur le pétrole de mer du Nord était quand même relativement limitée. On avait vu des cargos de Brent s'échanger à des prix relativement faibles. Donc on est, du fait de la situation en Europe, on n'est pas dans une vraie tension de ce côté-là. Donc c'est gérable tant que la situation ne dégénère pas au Moyen-Orient. Merci beaucoup Benjamin d'être venu encore nous voir ce mercredi dans Intégral Bourse. Il est 16h26, on va marquer une courte pause et rapidement on ira au journal de l'économie d'Aurélie Blonde. Avant cela, détour par les marchés parce que l'événement du jour c'est que le